votre émission Faucon Tendance numéro 6. Donc aujourd'hui, on a essayé de faire différemment, mais en fait, on va faire pareil. On reprend les mêmes et on recommence. On reprend avec Christophe Leroy. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Pierre, bonjour chers collègues, ça va très bien, je suis en forme. Parfait. Caroline Caillot. Bonjour à tous. Mais voilà, ça a été clair, net et concis, mais c'est elle. Alexandre Chassagnac. Bonjour à tous, soyez bienvenus, si vous rejoignez juste là. Bonjour Alexandre. J'ai un petit peu de mal moi ce matin, mais bon c'est normal. Et notre ami exceptionnellement bon FX Effets Spéciaux, le sport. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde, bonjour le public. Il se réveille, là, il est encore un peu. Donc, ils ont encore un peu dormi, ça devrait bien se passer normalement. Un petit peu de mal. C'est bon, c'est parti. Ils ont l'air tous endormis, mais ça n'a pas duré. D'ailleurs, puisqu'on a décidé de ne pas être endormis, on va rejoindre les réseaux sociaux. On va rejoindre Facebook, Twitter et tout ce qui existe. Et on est allé voir Madame Delaunay qui a organisé une soirée dans laquelle elle a invité Mediapart, elle a invité un sociologue, plein de gens qui nous ont parlé des réseaux sociaux et de la politique. Donc, c'est à vous, le programme, ça roule. Tout simplement parce que je pratique Internet et je le pratiquais avant d'être député. J'avais un blog assez fréquenté, mais je me suis aperçu que c'était aussi, quand on a un mandat qui a une large surface, c'est-à-dire pour moi 120 000 Bordelais, un moyen d'échanger avec eux. Je ne rencontrerai jamais tous les Bordelais dans le cours d'un mandat et c'est une possibilité supplémentaire. Et j'essaye que cet échange, cette proximité soit interactive. Par exemple, sur Twitter, j'essaye de répondre systématiquement à tous ceux qui m'interrogent. C'est un grand outil de liberté aussi. C'est-à-dire que pour un élu, c'est la possibilité de donner ses positions, de recevoir les réactions des citoyens ou qui vous font remonter des idées que vous n'avez pas eues en direct. Et vraiment, moi, ça m'a libéré en partie de l'attente où sont tous les politiques, de la réaction des médias à ce qu'ils font ou du fait même que les médias parlent d'une action ou d'une autre. Nous savons que nous avons cette possibilité, que nous y pouvons quelque chose. Je crois qu'il faut avoir un esprit critique très développé. Et ce que je voudrais, et à mon avis, Internet ne sera un bon outil que si cela va parallèlement avec une culture de l'esprit critique. Et je le disais dans la réunion, j'ai créé un hashtag, comme on dit, c'est-à-dire un mot-clé qui est « Vigilance Orange ». Quand je pense qu'il faut regarder particulièrement avec circonspection, l'affirmation d'un politique, une info, etc. Je crois qu'en effet, cela demande de la part du lecteur, de la part du lecteur-acteur, qui va d'ailleurs répondre, une très grande vigilance et ouverture d'esprit. Et ça ne doit pas être un média passif, où on reçoit seulement. Il y a des règles. Vous savez par exemple que si vous êtes responsable de votre site, si vous mettez des informations à caractère diffamatoire, vous pouvez parfaitement être condamné, et c'est normal. Je souhaite que les politiques imposent et s'emparent de la démocratisation d'Internet, que ce soit un service public parmi d'autres. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui nous font l'amitié d'être présents sur l'estrade à ce débat. Bien sûr, en tout premier lieu, Edoui Plenel. Nous faisons de l'information. C'est d'abord ça notre premier rôle. Et nous enquêtons aussi bien sur Bernard Tapie que sur Jean-Noël Guérini, aussi bien sur les financements occultes de Nicolas Sarkozy que sur des pratiques discutables qui concernent des sénateurs de gauche. Pour nous, c'est notre premier travail. Alors après, il y a les points de vue, il y a les opinions. Mais sur Mediapart, il y a d'abord les opinions des lecteurs dans le club de Mediapart. Mais le
l'honnêteté des opinions, c'est leur pluralisme. C'est d'abord le pluralisme, leur diversité. Mais moi, mon métier de journaliste, c'est de produire des informations qui soient loyales, qui soit incontestable, qui soit vérifié et qui soit recoupé. C'est là-dessus que je demande qu'on juge Mediapart. Non, Internet, ça doit être la liberté. Et la liberté, c'est les citoyens qui en sont les gardiens. C'est d'abord fait dans un sens civique, parce qu'il y a la semaine de la presse à l'école. Les enseignants voient tous leurs élèves avec des mobiles, avec ces instruments qu'ils savent mieux manipuler qu'eux. Nous sommes une presse de qualité, de référence, totalement numérique, totalement indépendante, sans publicité. Donc nous disons, pendant cette année importante, qui est une année présidentielle, une année de crise économique, une année de grands débats, eh bien nous leur proposons, s'ils sont volontaires, ils ne sont pas obligés, nous leur proposons une offre de consultation, de fréquentation gratuite pendant l'année scolaire sur la base de projets pédagogiques de Mediapart. Je ne sais pas. Vous savez, nous ne sommes pas chargés de prédire l'avenir. Ce que je sais, c'est que Mediapart joue déjà un rôle important et que nous allons jouer un rôle important. Merci, monsieur. Ben voilà, vous avez vu, c'est assez sympa. Ils nous ont parlé de plein de choses. Ils nous ont expliqué ce qu'apportaient les réseaux sociaux. Ils nous ont parlé un petit peu de politique. Mais ben, c'est évident, c'est leur métier. Mais par contre, une chose dont ils ne nous ont pas parlé, et ça c'est un petit peu normal, c'est qu'ils ne nous ont pas dit ce que pouvait coûter aujourd'hui un politique qui allait se promener pour nous raconter l'histoire du monde. Aujourd'hui, on sait que M. Sarkozy, celui qu'on connaissait, président de la République, qui était il n'y a pas très longtemps à Bordeaux pour nous parler d'une chose hyper importante, la fraude fiscale. C'est quand même important. On était dans une ville qui s'appelle Bordeaux, dans laquelle on a un maire qui a eu un petit souci par rapport à un moment donné à des travaux illicites, c'est-à-dire des emplois fictifs. Mais c'est pas grave, c'est un système. Et lui, par contre, on parlait de la dette grecque, on parlait de nos problèmes, de nos soucis d'argent, et il paraîtrait qu'il a eu une piole à 37 000 €. Moi, je dis une chose, si en plus la bonne, elle était servie, ça valait le coup. Mais pour ça, Christophe, il en parle. Alors attention, hein, pas de diffamation quand même. On ne sait pas finalement. On ne sait toujours pas si Nicolas Sarkozy a dormi dans cette fameuse suite de l'hôtel Majestic. Ça se passait donc lors du sommet du G20 à Cannes. Et donc la grande question, c'est que voilà, c'est que l'un des chefs d'État a dormi dans cette suite à 37 000 €. On ne sait pas qui, Angela Merkel, Obama ou Sarkozy, bref, on ne sait toujours pas. Donc voilà, en tout cas, 37 000 €, c'est vrai que ça coûte cher, surtout qu'ils sont restés 2 nuits, donc 37 000 € x 2, ça fait beaucoup. À l'heure où on parle beaucoup de rigueur quand même, encore une fois, un mauvais exemple de la part de nos dirigeants. Si je me permets un petit truc, j'ai vu, pas Coé, mais qui c'est qui fait sur TF1 le truc là avec Nikos Canteloup ? Ouais. Il a dit par contre que Sarko, il a pris que le café, pas le jus d'orange. Donc, à 35 000 €, c'est pas cher. Ça fait cher le café. Ça fait cher le café. Enfin bon, on a décidé de faire, encore une fois, un petit borderline qu'on va regarder maintenant. Vous êtes prêts ? Allez, ça roule. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est l'heure d'une nouvelle tranche d'infos sur Focal TV et la polémique de la semaine, c'est combien a coûté le séjour de Nicolas Sarkozy au Majestic lors du G20 à Cannes. Et oui, petite bombe ou simple pétard mouillé, l'information vient du journal Le Sun. Selon le quotidien britannique, Nicolas Sarkozy aurait passé son séjour dans la suite présidentielle de l'hôtel de luxe Majestic pour la modique somme de 37 000 € la nuit. Une somme qui fait forcément réagir en cette période de crise. La rumeur a rapidement enflé. L'Élysée a tenu à démentir avec vigueur. Pour l'Élysée, c'est faux. Le prix de la chambre est 10 fois moins élevé qu'annoncé, soit autour de 3 500 € la nuit. Au Majestic logeait donc Nicolas Sarkozy, mais aussi Angela Merkel ou encore Georges Papandréou. Et pour 2 nuits, soit un séjour au Majestic entre 6 000 et 7 000 € au bas mot. Autant dire que le G20 a été une très bonne affaire pour le Majestic et pas mal d'autres hôtels de luxe de Cannes qui étaient à 100% d'occupation. Une aubaine à quelques jours de l'annonce de la hausse de la TVA à 7% dans l'hôtellerie-restauration. Et oui, ils sont passés à 2 doigts d'un manque à gagner. A tout à l'heure pour un autre Borderline sur Focal TV. Donc toujours le grand mystère finalement, a-t-il dormi, a-t-il pas dormi en tout cas. Quelqu'un a bien dormi dans cette chambre à 37 000 €. Et en période de crise, ça fait quand même mauvais genre.
Ce qui est bien, c'est que tu me parles de mystère, parce que justement, quand tu me dis mystère, il a bien dormi dans la chambre, je me rappelle de DSK à l'époque, le mystère aussi, est-ce qu'il a bien fait dans la chambre, le truc, le bazar. En fait, les hôtels en France, c'est un gros bordel, on ne sait pas ce qui s'y passe. Finalement, on devrait peut-être installer des caméras de surveillance, ce serait pas mal ça. Oui, il y en a partout. Bon, ok, la vie privée, attention, mais au moins on saurait. Par contre, c'est la transparence, on nous parle de transparence aujourd'hui, finalement. une question. Est-ce que pour 37 000 € la chambre, il y avait, pour le petit repas intime, des bougies écolo? Je sais pas, mais on demande à Coraline à quoi ça sert. Transition. Eh oui, vas-y Caro, les bougies éco. La bougie écolo, c'est pas pareil. Pardon. La bougie écolo, parce qu'on fait des économies et c'est bon pour l'environnement, la bougie dont je vais vous parler. Ce week-end, je me suis promenée au Confort Expo et il y a un petit stand qui m'a interpellée et c'était la bougie écolo à l'huile de salade. Ça se mange pas les bougies, Christophe. Ah, c'est par rapport à la sauce, la vinaigrette, tout ce qui se passe en Voilà, politique. donc en fait, ce qui s'appelle l'huile de salade, c'est l'huile de tournesol, l'huile de colza, etc. Donc en fait, c'est un concept un peu vieux comme le monde, mais aujourd'hui, ils ont inventé... Comme les robes, dirait... Vieux comme qui, pardon? Vieux comme mes robes. Mais ça, c'est... Comme mes robes. Non, comme Hérode. pardon, alors, donc j'ai une mauvaise... On va Hérode revenir est le sur mot la comme ça. dernière émission où on avait un problème avec du latex et compagnie. Non, on va s'arrêter. Mais messieurs, pas de tissu. C'était le vinyle, c'était le vinyle. Ah, pardon. Et donc j'ai demandé à la dame qui tenait ce stand-là de nous faire une petite démonstration et vous allez partager ça avec nous de suite. Donc on va prendre un petit récipient, un verre, un vase, un pot, un poivron, ça peut être trop sympa. Le principe c'est de l'eau, de l'huile, d'accord? Donc on va toujours démarrer par mettre l'eau. Très important, ça évite que ça chauffe, d'accord? D'accord. Pour colorer l'eau, on prend n'importe quoi, ce qu'on a à la maison. Des sirops, de la peinture, de la menthe, de la grenadine, un petit colorant alimentaire, des petites cartouches d'encre de stylo à plumes, d'accord? Ça peut dépanner, ça fait des super couleurs. Alors si on veut décorer, agrémenter, on va y rajouter des petits sujets, des petits cailloux, des petits galets, des petits coquillages, pourquoi pas, d'accord? Donc on colore, on décore comme on veut, comme on aime, et pour que ça brûle, de l'huile à salade. Alors n'importe quelle huile, tournesol, arachide, colza, on prend la moins chère, et plus on en met, plus longtemps ça va durer. Donc l'huile automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle flotte, elle remonte à la surface. Alors il y a un petit système qui est sympa à savoir, je vais vous donner l'idée. Le sirop il est plus lourd et plus sucré que l'huile, d'accord? Donc automatiquement qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber au fond. Et du coup c'est sympa à savoir, c'est une question de densité, ça permet de faire deux couleurs. Le sable blanc, les coquillages, la mer tout y est. Pour vous montrer qu'avec pas grand chose, on peut vraiment s'amuser à faire de super décorations. Donc tout ça vous l'avez à la maison, et donc moi ce que je vends simplement, ce qu'il vous faut simplement, c'est le petit support qui flotte. Le support il flotte et il est réutilisable à chaque fois, ça s'use pas, d'accord? On le lave, on réutilise à chaque fois. Par contre, ce qu'on est quand même obligé de changer de temps en temps, c'est la mèche. Certes. Et la mèche, il faut utiliser quelque chose qui va absorber. Lacet, coton, ficelle, on n'a rien trouvé de mieux que le sopalin, papier mouchoir ou papier toilette. En fait, ce qu'il faut simplement utiliser, c'est quelque chose qui va absorber. Alors, on va prendre des petits carrés de papier qu'on va bien tortiller entre les doigts. On le pose dans le petit trou du support. Alors, en fait, de l'autre côté, c'est bouché. L'huile, elle va arriver dans les petits canaux. Donc, quand je pose, automatiquement, vous voyez, l'huile arrive dans les petits canaux, le papier va s'imprégner, va s'imbiber. Et là, ça y est, on va pouvoir allumer sa bougie. En fait, je viens tout simplement de fabriquer le plus vieux système d'éclairage au monde, le système de la lampe à huile. Exactement. Alors la question qu'on se pose automatiquement, c'est combien de temps ça va brûler? Ça ne dépend pas du petit bout de papier, c'est tant qu'il y a de l'huile. Et 1 centimètre, il faut compter à peu près une dizaine d'heures. Quand il n'y a plus d'huile, c'est pas gênant, hein? Le papier finit dans l'eau et ça s'éteint. Il suffit juste de changer son papier et de remettre de l'huile. Maintenant, rien ne vous empêche, pour les longues soirées, les longues veillées, d'en rajouter au fur et à mesure, d'accord? Alors après, ça va être des fêtes de Noël, on va y rajouter des petites paillettes. On veut que ça sente bon, on va y rajouter des petites gouttes d'huile essentielle. Et à partir de là, on fait vraiment comme on veut, comme on aime. Et donc vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Et en fait, nous, ce qu'on vend simplement, c'est le petit support qui est planté sur l'huile. C'est vous avez tout compris. Hein. J'ai tout compris. Voilà, de l'eau, de l'huile à salade. Et on a fabriqué tout simplement sa décoration. Alors, c'est déco et c'est économique? Économique et surtout écologique. Hein. D'accord? Si on veut parfumer, on rajoute des huiles essentielles, au moins c'est naturel. Hein, plutôt que d'acheter des bougies parfumées avec des parfums de synthèse. Là, on va vraiment faire comme on veut, comme on aime. Et le fait que ce soit réutilisable, c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, comment faire des économies, sachant que la bougie peut durer au moins 10 heures juste en mettant ça, d'huile. Donc sachant qu'un litre d'huile de tournesol premier prix, ça coûte donc quoi? Dans les 30 centimes, 40 centimes? Oui, à peu près. Donc à l'intérieur, on met la déco qu'on veut, on peut les personnaliser, et plus on mettra d'huile, plus elle continuera. Il faut juste un petit morceau de sopalin dans un petit modèle en plastique qu'on retrouvera sur Internet. Et j'aurais aimé vous le montrer, mais hélas, il a disparu par hasard. Donc
c'est le modèle. Est-ce que c'est ce que tu avais de rond, avec 3 branches et un petit bout pointu? Oui, je crois que c'est ça, la pauvre. Ça. Oui, c'était ça. ça. Plus méchant. Peut-être que quelqu'un sur le plateau l'a pris pour une autre utilisation, je sais pas. C'était un truc bien rond, Oui. avec 3 branches et un petit bout pointu. Ouais. Vachement sympathique. Celui qu'on a vu dans le clip. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Il a disparu, c'est pas grave. Oui. Voilà, donc la bougie éco, vous pouvez trouver ça sur Internet. Eh bien, c'est cool. Je suis content que tu aies présenté la bougie éco. Non, mais c'est pas sympa. Non, on rigole, mais bon, c'est pas sympa. Par contre, ce qui est vachement sympa, c'est qu'on vient de faire Madame Delaunay qui parle aujourd'hui de l'actualité énorme, c'est-à-dire que, voilà, tous les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. On a eu Christophe qui nous parle des nuits d'hôtel sans bougie, mais qui coûtent une allumée. On a eu Caroline qui nous parle des bougies éco. Et on va voir Alexandre qui va nous parler d'un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui qu'on a vécu, il n'y a pas très longtemps, les 30 ans de la radio libre. C'est-à-dire qu'en même temps que la télé, j'en parlais avec des amis il n'y a pas longtemps, c'était extraordinaire il y a 80 ans. La radio libre, ce qui a permis aujourd'hui de communiquer avec vous, ce qui a permis de vous donner tout ce que vous avez, eh bien, elle a fêté 30 ans aujourd'hui. Personne n'était présent à Bordeaux. Il faut le savoir quand même, ni TV7, ni France 3, ni Sud-Ouest, c'est-à-dire ils s'en foutent. Alors que c'est eux qui ont quand même permis cette communication. Et bien nous, malheureusement, avec le peu de moyens qu'on a, on y était. Et Alexandre aussi. Et donc, il va vous en parler. Justement, on y était à ces 30 ans de la radio libre. Eh bien, vous qui êtes chez vous, vous avez toujours peut-être le souci d'allumer votre radio et pas forcément d'écouter une radio nationale, mais d'aller plus sur une radio locale afin d'avoir ce que l'on appelle des informations de région, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les radios libres associatives existent. 2 petites secondes. Oui. Il ne faut quand même pas oublier que Christophe travaille pour une radio. Chérie FM, oui, nous annonce tous les matins les bouchons, la météo, les choses comme ça, et c'est très utile. Je te parle de même s'il y a avec 10 minutes de retard. 9h tous les quarts d'heure. Alors, il faut quand avec même... 10 minutes de retard. Il faut quand même dire, les copains, c'est que avant tout, c'est vraiment de la publication de proximité des artistes de tous les jours. Et si aujourd'hui les années 80 ont été un véritable engouement artistique et musical, c'est grâce aux radios libres. Il faut savoir que comme Désiré Lès, comme beaucoup d'autres artistes, eh bien c'est grâce aux radios libres qu'ils sont devenus des méga stars parce que tout le monde avait la possibilité de pouvoir les écouter et ils étaient pourtant boycottés dans des télés ou on va dire même radio nationales. Oui. Donc ce forum, on y était seuls. On a eu la chance d'y aller. On était les seules télévisions à avoir été acceptées pour le forum. La veille, il y avait eu la rencontre média. Il se passait où, ce forum ? Il se passait là, juste à côté de chez nous. Tu sais, au grand immeuble qui appartient à la région, au premier étage. Et on était les privilégiés. Tu parles de l'immeuble du Conseil Général ? Voilà, de ce fameux conseil. conseil. Mais dis-le, parce qu'après, on va dire que les radios ne savaient pas où c'était. Ah, si. Parce que quand ils prennent les subventions, quand ils prennent les subventions, ils savent où c'est ? Pas autant de subventions, 50% de subventions en moins cette année quand même. C'est pas grave, c'est 50% de ce qu'ils avaient pris. Donc ça reste un chèque. Ça reste aussi... Et sur le chèque, il y a un libellé. Il faut quand même savoir aussi que cet argent-là, c'est de l'argent qui à chaque fois servait à payer la SACEM. Et donc, il ne faut pas oublier aussi que certains artistes de région qui ont été diffusés dans ces radios, malgré un petit papier signé disant comme quoi ils avaient bien été diffusés, cet argent ne leur est jamais revenu parce qu'elle est allée on va dire aux 10 premiers winners qui vendaient plus d'albums. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on aille voir tout de suite ce petit reportage qui a été fait et j'espère que ça va vraiment vous intéresser. En tout cas, on y était. Pour moi, la radio libre, elle a apporté à l'audiovisuel et surtout aux auditeurs, je dirais, une libre parole, puisqu'elle était faite pour cela. Disons que c'est bien les citoyens, que c'est bien les gens qui l'ont construit. C'est eux qui l'ont voulu, c'est eux qui ont voulu que cette aventure existe. Nous, je dirais, les enfants, entre guillemets, ou les anciens de cette radio libre d'il y a 30 ans, ben, disons qu'on a bénéficié de cela, mais quelque part, c'est bien d'autres personnes qui ont voulu la créer. Alors la radio libre, c'était quoi? C'était toute une aventure. C'était pour certains une radio de politique, mais surtout pour des revendications. C'était pour d'autres montrer qu'ils aimaient d'autres musiques qu'ils ne pouvaient entendre. Enfin, il y a eu énormément de choix. Et il y a encore, au jour d'aujourd'hui, des identités différentes dans les radios. Et ce qu'il y a de
de bien au niveau de l'Aquitaine, c'est que ça existe encore. Et nous, au niveau de la Fédération Aquitaine des radios locales, on essaye de se dire que c'est pas parce qu'on se réunit dans une fédération que l'on doit être toutes semblables. Donc ça veut dire que c'est bien les auditeurs qui font la radio et les animateurs, les professionnels, puisque au jour d'aujourd'hui, même dans une radio associative, bon, il n'y a pas beaucoup de salariés et de professionnels, mais il y a en moyenne, il y a 3 ou 4 personnes qui travaillent journellement, et puis quelque part, dans ce nombre d'années, ces 30 ans, nous avons formé, où ils se sont formés et ils nous ont en même temps formés, nous les responsables, à pouvoir continuer cette aventure. La radio libre, c'est quand même elle qui a fait en sorte qu'il y ait au jour d'aujourd'hui beaucoup de radios commerciales. Bien sûr, il y avait dans ces radios commerciales des personnes qui avaient démarré dans les radios associatives, puisque ne serait-ce en Gironde, elles étaient à peu près dans les 130, Gironde et Pyrénées-Atlantiques. Au jour d'aujourd'hui, dans toute l'Aquitaine, par exemple, on est 40 à 45 radios associatives. Mais ce qu'il faut savoir, la difficulté pour une radio associative, c'est qu'elle est d'abord une association, et que donc de ce fait, on a toujours pour certains l'impression que ce sont des amateurs, que ce sont des bénévoles, mais qui ne connaissent rien au métier. Et puis quand on commence à venir un petit peu nous côtoyer, ben on s'aperçoit que non, on est quand même tout à fait autre chose. Et c'est là où il y a une très grosse différence par rapport à la radio associative du début et du maintenant. Parce que nous, au niveau du CSA, on a la même chose, on a les mêmes obligations. Lorsqu'ils envoient des documents aux radios B, aux radios C, enfin bon, à toutes les autres catégories de radios que l'on dit communément les radios commerciales, la radio associative, elle reçoit les mêmes documents. Lorsqu'elle doit faire sa demande de fréquence au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle a son dossier à faire. C'est pas parce que pour la radio associative, elle sera rose et que pour la B, elle sera bleue et je ne sais pas quelle couleur pour les autres catégories, mais n'empêche que le dossier est à monter pareillement. Et qu'une radio associative, par exemple, pour donner un exemple, nous sommes dans l'obligation tous les ans de fournir un dossier, par exemple, financier, de trésorerie, avec un expert comptable. Ce sont des choses que l'on ne connaît pas. Mais nous sommes dans les obligations. Personne ne peut monter une radio, par exemple. N'importe quel président qui change au jour d'aujourd'hui, il doit donner son casier judiciaire. C'est dans les mêmes obligations que les autres. Ça, je le pense. Je pense que de toute manière, même chez nous, on ne peut pas dire quand même, la radio libre ne peut pas faire n'importe quoi. Nous avons quand même des règles. Nous avons des règles, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi à l'antenne. Si à un moment donné on le faisait, eh bien vraiment on serait rattrapé. On serait rattrapé par le CSA parce qu'il y aurait bien quelqu'un qui le dirait. Donc dire la radio libre, c'est plutôt dans l'esprit, c'est plutôt se permettre de pouvoir accueillir des nouvelles personnes qui vont peut-être faire leur formation dans la radio libre, aller ensuite ailleurs, leur permettre d'avoir un lieu, en fin de compte, pouvoir s'exprimer. Combien de jeunes ont démarré par des émissions, ont dû donner des cheveux blancs comme certains l'ont fait pour moi aux présidents d'associations et aux responsables des associations et qui sont maintenant dans les télés, dans d'autres radios, ou même des responsables associatifs ou militants. Donc voilà, je veux dire que la radio libre, elle a une certaine liberté de choisir ce qu'elle va dire, plus qu'un journaliste dans une autre, dans un journal ou à la télé où il faut qu'il y ait le rédacteur en chef ou autre qui lui permette de le faire. Combien de radios libres en Aquitaine? Disons que c'est à peu près dans les 40 et 45. Et en France, on est quand même 650 à déposer notre dossier au Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc ça veut dire qu'il y en a au minimum 650, puisqu'elle dépose un dossier et que pour avoir droit à ce fonds de soutien, il faut qu'elle soit associative de catégorie A. Alors, elles ne sont pas vouées à disparaître parce qu'elles arrivent à monter des projets, parce qu'elles arrivent à mettre des choses en place, parce qu'elles sont inventives. La seule chose qui est toujours difficile, c'est en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de prouver que l'on existe et qu'on réalise des choses. Il faut tout le temps qu'elle amène la preuve de ce qu'elle a fait. Il faut tout le temps, voilà, c'est ça qui est un petit peu des fois difficile. Et c'est pour cela que nous, on a voulu fêter les 30 ans de la radio associative dans ce lieu du Conseil régional d'Aquitaine, qui j'espère, après ces 30 ans, vont aider les radios associatives d'Aquitaine.
Alors, les radios associatives, lorsqu'il y a des élections, les radios associatives qui veulent faire intervenir les hommes politiques prennent des précautions importantes. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un temps de parole exactement égal. Et même, moi j'en ai connu qui prenaient un huissier à une époque pour que justement on ne puisse pas le leur reprocher. Parce que c'est vrai que quelque part, lorsqu'elles sont installées dans une commune, lorsqu'elles sont aidées plus particulièrement du maire, ben c'est difficile pour le maire d'accepter que le candidat qui va venir contre lui puisse parler en même temps. Donc elles le font comme ça. Personnellement, j'ai décidé depuis longtemps que l'on donnerait les résultats, mais que ça s'arrêterait là. Parce que j'estime que d'abord, mes animateurs, ils ont leurs idées politiques. On va pousser par contre les gens à aller voter, quel que soit ce qu'ils votent, mais on ne va pas faire autre chose. Personnellement, dans ma radio. Un journaliste, chez nous, on est sur une convention collective. Il faut savoir que nous sommes sur la convention collective comme les autres radios et que ce n'est pas nous qui faisons baisser la convention collective, même si des fois ça nous fait très peur. On ne va pas dire les choses autrement. Appliquer le tarif de la convention collective, c'est quelque chose d'important. Mais nous poussons nos radios à le faire. Alors elles ont fait certaines des bêtises, en effet, parce que des fois elles ont mis un peu, comme on est dans une association, des titres un peu ronflants qui après fait que sur la convention collective, il faut payer la personne beaucoup plus cher. Bon, ça après, ce sont des choses qui s'arrangent entre le salarié et la radio. Un dernier message, mais je suis très heureuse de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. J'espère que les radios d'Aquitaine en trouveront un profit. J'espère que ceux qui écouteront iront vers les radios associatives, parce que bien sûr, bien souvent, comme on est des petites équipes, nous n'avons pas toujours la possibilité. Les radios associatives désirent qu'on vienne vers elles et donneront la parole. Donc, comme je te disais, tu vois, radio libre rime aussi avec intérêt. Les radios libres, il y en a dans le monde entier. Aujourd'hui, on est l'un des pays, je vais même dire, je crois qu'on est l'un des seuls pays aujourd'hui à offrir une subvention pour permettre à des radios associatives qui ne vivent pas, surtout les radios associatives ne vivent pas, et ça je tiens à le dire, avec de la publicité. Il n'y a pas de publicité sur une radio associative. Il n'y a que sur les radios commerciales, dites commerciales, où là vraiment il y a une entrée d'argent par rapport à la publication qui est demandée. D'ailleurs, tu peux en parler? Non, mais d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut le dire. Ok, elles ont des subventions, ces radios associatives, mais elles ont vraiment beaucoup de mal à vivre. Et en même temps, voilà, en général, ce sont que des bénévoles qui travaillent dans ces radios. Faut dire, franchement, c'est un travail de fou hein, qu'elles font. Et faut quand même, je pense aussi, finalement, voir un petit peu le travail remarquable qu'ils font ces gens au quotidien. Avec peu d'argent, voilà. Je trouve que c'est. Alors, tu parles de ça parce que je réserve une. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un gros plan sur le plateau. Ça y est, c'est bientôt fait. 1, 2, 3. Et on va faire une hola pour les radios libres. Hola. C'est fait, on peut faire le maximum pour vous, on ne peut pas faire plus. Si, on fera plus tout à l'heure, mais tout à l'heure, je te réserve une petite surprise. Mais après, on reviendra dessus. Par contre, radio libre, ça existe. L'info, ça existe. Il y a une chose qui est hyper importante, c'est le sport. Le sport, aujourd'hui, sur Bordeaux, malheureusement, ou heureusement pour eux, il reste, et c'est fixe de le dire, il reste les basketteurs. Voilà. À propos de radio libre, on peut parler presque de basketteurs libres puisque, aux dernières nouvelles, la négociation avec la NBA pour la fin du lockout ne s'est pas fait et ça remet en jeu, en gros, le championnat de NBA. Donc, a priori, les basketteurs français qui étaient attachés à des clubs de NBA resteront-ils en France toute la saison? C'est à voir. Donc, on a fait la politique, on a fait les nuits d'hôtel. On a fait les bougies écolo. Un petit peu de social, pourquoi pas. On a fait du social, on a fait plein de choses. Mais par contre, il me paraîtrait une chose hyper importante, puisqu'on avait M. Sarkozy, il n'y a pas longtemps, qui était en train de parler de la fraude fiscale. Je pense qu'on a oublié, et malheureusement, qu'en France, on allait avoir bientôt quasiment 1 million. Je dis 1 million parce que ça fait plus court et ça fait moins peur, mais c'est 1 million de foyers qui allaient bénéficier du tarif social en électricité. Donc en France, ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore plus de pauvres. Et ça, Christophe, il vous en parle dans un borderline. Et 1 million, Pierre, mais t'es bien loin, c'est 1,5 million même. 1 500 000 personnes qui bénéficient aujourd'hui des services du secours catholique qui vient de dévoiler son rapport annuel. Et encore une fois, d'année en année, finalement, on se rend compte que la situation de la pauvreté en France, vraiment, ne s'améliore pas du tout avec des chiffres de plus en plus importants, des gens qui vont de plus en plus chercher de la nourriture dans les antennes du secours catholique.
Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, des jeunes de 18 à 25 ans, qui souffrent de pauvreté et qui vivent finalement vraiment sous le seuil de pauvreté. Et c'est ce qui est vraiment marquant cette année dans le rapport du Secours catholique, avec toujours aussi les gens de plus de 50 ans qui, là aussi, vivent en difficulté. Justement, un petit borderline à sujet du rapport annuel donc, du Secours catholique. On regarde. Bonjour à tous, c'est l'heure d'une nouvelle tranche d'infos sur Focal TV et la pauvreté gagne du terrain en France. Le Secours catholique qui a dévoilé en début de semaine son rapport annuel sur les situations de pauvreté en France et premier renseignement, la hausse de 2,3% du nombre de personnes qui ont bénéficié de l'aide de l'association l'an dernier. Elles sont près d'1 500 000 dont 702 000 enfants. La majorité des bénéficiaires sont donc des familles et plus de 90% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le Secours catholique s'inquiète également de la hausse des demandes d'aide alimentaire qui démontre que beaucoup n'ont plus de quoi se nourrir après avoir payé les factures. Enfin, les 18-25 ans sont aujourd'hui les plus touchés par la pauvreté. Cela concerne un jeune sur 5. Alors bien sûr, on va nous dire qu'au Resto U, les repas sont pas chers et équilibrés, que les chambres en résidence universitaire sont accessibles aux plus démunis, que le sport universitaire est pratiquement gratuit, que les vêtements ne coûtent rien si on se contente du minimum. Sauf que les chiffres sont bel et bien là et qu'aujourd'hui, si tu as moins de 25 ans ou plus de 50 ans, il est bien difficile de vivre convenablement. A tout à l'heure pour un autre Borderline sur Focal TV. Situation donc assez inquiétante quand on voit les chiffres. C'est vrai que on se pose des questions et jusqu'où ira-t-on avec une situation économique qui se dégrade actuellement? C'est à se demander donc jusqu'où les chiffres vont grimper comme ça, les chiffres de la pauvreté en France. Voilà, donc on vient de terminer avec Christophe qui vient de nous parler d'un sujet quand même hyper poignant. Les gens qui aujourd'hui dans la société, on leur explique pas tout, mais il manque plein de choses surtout et plein de choses partout. Et en fait, on ne fait que vivre aujourd'hui les tumultes énormes de la finance parce que ça tourne, ça vire, ça revient. C'est des vents extraordinaires, c'est des tumultes de folie, c'est des bourrasques, c'est tout ce qu'on veut. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander juste de réfléchir, c'est fermer les yeux 2 secondes et se dire qu'on est reparti au cinéma et qu'on va aller voir Caroline avec un film formidable qui s'appelle Les Vents contraires. Donc après un tumulte, c'est Les Vents contraires de Caroline. Merci Pierre. C'est mignon comme tout. J'ai la petite larme. Et bien en parlant de larmes, justement en regardant ce film, quand je suis sortie du cinéma, on était plus d'un journaliste à avoir la larme au coin de l'œil, la boule au ventre, tellement il est émouvant. Arrêtez de rire, s'il vous plaît, ce n'est pas drôle. C'est un film très sérieux, très émouvant, très fort. D'ailleurs, qui certainement, un prix sera certainement, des nominations seront faites sur le rôle d'acteur de Benoît Magimel, qui a le rôle principal de ce film. Donc Les Vents contraires. Et il y a peu de temps, j'ai croisé le réalisateur Jalil Desper, accompagné d'une des actrices du film, Isabelle Carré. La pétillante Isabelle Carré, c'est une femme fantastique qui est d'une fraîcheur impressionnante. À 40 ans, une femme totalement épanouie. Et donc, on a passé un très bon moment lors de l'interview, que vous allez voir d'ailleurs dans quelques secondes. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce film. Donc c'est l'histoire d'un homme qui, sa femme disparaît subitement et au bout d'1 an de recherche infructueuse, il décide de partir avec ses enfants dans sa région d'enfance en Bretagne. Tu es en train de nous dire qu'un mec sa femme a disparu, il la recherche? Bien sûr. Ah oui. Sa femme a disparu du jour au lendemain et donc il se met à la chercher et il n'y a rien à faire. Donc il repart faire sa vie avec ses enfants et en fin de compte, il refait sa vie pas de la même manière dans laquelle il aurait pu imaginer. Et donc ça passe de drame à mélancolie, à frisson, passion. On ne sait plus trop où aller et à la fin du film, on ressort avec une boule d'émotion dans l'estomac et comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça avec une larme. Je pense que c'est un film à voir, mais qui nous donne surtout une grande leçon de morale. Alors je vous propose de regarder l'interview et la bande-annonce de suite. Dès le départ, pour moi, c'est l'histoire d'une reconstruction et d'un homme en effet qui a touché le fond parce que sa femme a disparu, qui s'est retrouvé du jour au lendemain seul avec ses enfants, mais qui a besoin de se reconstruire et de reconstruire sa famille. Donc, il a besoin de chaleur humaine, de gens lumineux.
Donc j'avais le souhait comme ça de réunir déjà des acteurs que j'aime, de ne pas enfermer le film aussi dans un genre de cinéma, genre film d'auteur ou genre film polar ou genre comédie. J'avais envie de vraiment travailler avec des gens venant de tout horizon, et en même temps j'avais conscience comme ça qu'il fallait que ce film soit lumineux, que les décors soient ensoleillés, voilà, j'avais pas envie d'aller faire un film triste, terne, tout au contraire. Donc voilà, c'est l'occasion de travailler avec Isabelle. Je crois qu'elle nous a oubliés, maman. Elle nous oubliera jamais. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, que c'était une histoire que j'avais pas vue en fait, que j'avais jamais vue. Il y a beaucoup de films, on lit des scénarios, on se dit bon bah ça on l'a déjà vu une fois, deux fois, où il y a des parentés, où il y a des choses qu'on reconnaît quoi. Et c'est très rare de lire des histoires vraiment inédites qui vous amènent ailleurs. Et j'ai vraiment eu ce sentiment-là en lisant ce scénario-là. Je trouvais que les personnages aussi étaient loin des clichés. Mon personnage, par exemple, moi, un flic, bon, je suis assez improbable comme ça a priori, et justement, ce sont que des a priori parce que pour préparer le tournage, j'ai vu un magnifique documentaire qui s'appelle Commissariat et qui parle de ce que c'est vraiment un commissariat en province, et c'est justement pas les clichés des téléfilms qu'on voit à la télévision sur les flics. Déjà la personnalité d'Olivier que j'ai rencontré il y a 10 ans. Et qui est un mec formidable. Et je l'ai rencontré j'avais lu un de ses premiers romans qui s'appelait Poids léger, et qui a été adapté par un réalisateur avec lequel Isabelle a beaucoup tourné, qui s'appelle Améris. Et puis on s'est suivis, on a fait une belle rencontre humaine, voilà. Donc on s'est bien entendu. Et puis il m'a toujours envoyé un peu ce qu'il écrivait. Et puis j'ai adapté une de ses nouvelles pour faire mon deuxième court-métrage. Et puis lui, pendant ce temps, il est parti sur d'autres aventures cinématographiques. Entre autres, il a fait des films de Lioré, Je vais bien, ne t'en fais pas, Welcome. Et on avait envie de retravailler un jour ensemble, et c'est lui qui a eu l'idée de me proposer d'adapter Des vents contraires. Et j'ai été flatté, et puis surtout j'ai tout de suite été cueilli par l'histoire, par ce personnage, ces deux gamins, voilà, cette galerie de portraits de Français d'aujourd'hui qui nous ressemblent, qui sont bien croqués, quoi. Donc voilà, c'est l'occasion de se retrouver. Si vous portez pas plainte pour harcèlement, on peut rien faire? Je me fous de savoir qui c'est. Ben justement, comme ça ressemblait pas au cliché, que c'était quelqu'un de chair et d'os, quoi, une vraie personne, et ça se sentait dans l'écriture. C'est des vrais êtres humains, enfin tous. C'est pas que mon personnage. On est vraiment dans un film fait de rencontres, et de rencontres avec des gens vrais, des gens qui ressemblent aux gens qu'on peut rencontrer dans la vraie vie, quoi, qui sont pas des héros de cinéma ou des clichés de cinéma. Et ça m'a beaucoup touchée déjà dès l'écriture du scénario. Mais c'est vrai que tous les personnages, pas seulement le mien, c'est des rencontres qui l'aident à se relever. Et c'est pas des rencontres prévues, prévisibles, c'est pas des gens attendus pour lui, c'est pas des rencontres. Il s'imagine pas que c'est ces gens-là qui vont l'aider. Et ça, je trouve ça très touchant, parce que c'est comme ça dans la vie. Ouais. On a des gens très proches de nous. Bon, peut-être c'est pas ceux-là qui finalement, ça va peut-être se passer ailleurs, et c'est peut-être d'autres rencontres, voilà, inattendues, qui vont vous aider, qui vont vous apprendre à mieux vivre, quoi. C'est cela. Vous avez des projets en cours aussi? Là, je suis en train de tourner un film avec Pascal Bonitzer, avec Jean-Pierre Bacry, que je retrouve 10 ans après Les Sentiments de Noémie Lovski. Donc je suis très heureuse de ce tournage. Voilà. Comme j'étais aussi vraiment, c'était un tournage fantastique, Des vents contraires, et j'étais très triste de le quitter. Des fois, on est content de tourner la page, c'est chouette de terminer une histoire, puis des fois, on a un peu du mal à la quitter, et là, c'était un peu le cas pour moi. Je retourne sur les plateaux, mais comme comédien, au mois de février, avec Marie Gillin, faire un premier long métrage, un film, un très beau scénario. Je suis très content de retrouver Marie, et j'espère qu'on va faire un joli film. Voilà. Non, mais j'ai adoré travailler avec Isabelle, parce que c'est quelqu'un qui, en dehors du fait qu'elle a un talent immense et que c'est une de nos grandes actrices en France,
Non, mais je me souviens de moments où Isabelle, quand elle a dirigé la dernière scène qu'elle a en fait, qui est la sortie qui se tourne à Paris sur les quais devant le 36 quai des Orfèvres. C'est elle qui l'a dirigé en fait. Et c'est ça l'apanage des grands, c'est qu'à un moment donné, quand ça marche pas, au cinéma, on est tous en train de s'entraider. Et si on va tous ensemble dans la même direction, il y en a toujours un qui sent les choses avant l'autre. Et souvent, le travail d'un réalisateur, j'ai le sentiment en tout cas, c'est d'être un peu à l'écoute de ça. Et on n'y arrivait pas, il y a un truc qui collait pas. Et c'est elle qui a pris en main la scène et qui m'a dit, si je fais ça comme ça, et tu crois que, et elle l'a fait, et je lui ai dit, mais évidemment c'est ça, fonce. Et donc moi, je devais lui courir après à un moment donné, je vais pas raconter ce qui se passe, mais on devait faire une improvisation parce qu'il y avait un accident. Et donc je demande aux vrais flics, parce que Jalil avait fait venir des vrais policiers sur le tournage et qui étaient censés un peu nous apprendre comment on faisait dans ces cas-là. Et on fait une impro à partir de là. Donc il fallait arrêter la circulation, il fallait dire appelle le SAMU, enfin bon, etc. Et on part à 200% dans l'impro. Et moi je dis appelle le SAMU, bloque la circulation, c'est bon, respirez monsieur, respirez monsieur. Et là tout à coup je sors appelle les flics. Et là il y a Jalil qui dit mais c'est vous les flics, coupez, c'est vous les flics. Et là j'ai vraiment eu un grand moment de solitude. J'y arrive plus. J'ai tout essayé pour la retrouver. Vous allez où? À Saint-Malo. Mon frère me propose de travailler avec lui. Moi, à votre place, je ferais pareil. Ah oui, vous ferez pareil. Les enfants dépérissent. Je crois qu'elle nous a oubliés, maman. Elle nous oubliera jamais. Bon, ça va les gosses? Ouais, ça va, ça va. Elle te plaît ta nouvelle maison? Non! Tu vas te plaire ici, tu vas voir. Bon, les pédales ça va, tu vas te souvenir? Je suis devant l'auto-école. Je crois qu'il y a mon prof qui arrive là. Il est mignon, ce con. Faut que t'essayes de l'oublier. Tu penses qu'elle est morte? Ça va pas, jamais de la vie, j'ai jamais dit ça. Je voudrais vous montrer un truc. Allô? Allô? Si vous portez pas plainte pour harcèlement, on peut rien faire. Je me fous de savoir qui c'est. Aujourd'hui, je suis comme un con. J'attends qu'elle revienne. J'ai l'impression que c'est de ma faute si elle est plus là. Tiens, viens essayer mon grand, vas-y, cours. Là, ça te plaît la mer finalement? Regarde papa, regarde comme je suis belle. C'est peut-être elle qui vous appelle. Je vous avais dit que c'était plein d'émotions, mais ça ce n'est que de la bande-annonce, donc je vous conseille d'aller en salle. Il ne faut pas oublier que ce film en fait est tiré d'un roman d'Olivier Adam, et ce n'est pas le premier de ses œuvres, c'est d'ailleurs le 3e ou le 4e, et qui est d'ailleurs tous ont été créés au cinéma juste après la sortie du livre. Donc comme quoi Olivier Adam c'est un artiste et que Jalil l'espère met tout en valeur. Donc je vous conseille d'aller le voir très vite. Alex a un truc à dire. Oui, je voulais juste dire que j'ai eu l'occasion d'aller voir ce film et j'ai été bouleversée. Voilà. C'est une entrée gratuite ou quoi? Non, j'ai eu la chance d'aller avec ma chargée de communication justement voir ce film et on est sortis en larmes en disant mais c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment le film à sensation qu'il faut aller voir. Ouais. C'est un film qui t'a touché? Ouais, complètement. Mais moi, il me faut beaucoup. Moi, il m'en faut peu, déjà pour me toucher, mais me toucher dans le cœur, forcément, pas ailleurs. Forcément, on va pas commencer à tout mélanger. Par contre, est-ce qu'il y avait des handicapés dans la salle? Ah, j'en ai pas vu. T'en as pas vu? Bien que tu sais que pourtant, combien je soutiens l'association d'ailleurs Andy Chef, à qui je fais les coucous. Eh bien, je dis bonjour à Andy Chef et je vais demander à Christophe Laurent de nous parler un petit truc assez rigolo quand même. Parce qu'il paraîtrait qu'il y a un film qui s'appelle Intouchable. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que ce film t'a touché? Oui. Voilà. Vous avez entendu parler de ce film, Intouchable? Voilà. Non, il est extraordinaire. Oui, il est avec des acteurs de notre monde. Omar Sy a été extraordinaire. Ça a été une révélation. Et malheureusement, il paraîtrait que dans certains endroits, la commission de sécurité n'ayant pas fait son travail,
puisqu'aujourd'hui c'est eux qui gèrent les endroits pour les handicapés, il paraîtrait qu'un film sur les handicapés soit inaccessible à des handicapés. Et pour ça, Christophe, vas-y, parle-nous-en. Intouchable, donc, ça cartonne actuellement au cinéma, c'est vraiment un gros succès. Donc forcément, pour pas le nommer, le cinéma UGC Cinécité de Bordeaux a diffusé le film dans les 2 plus grandes salles de ce cinéma, sauf que ces 2 salles, qui traitent quand même du sujet des handicapés, ces 2 salles ne sont pas accessibles aux handicapés. C'est bien un comble finalement. Et donc les handicapés qui veulent aller voir ce film se retrouvent bloqués à l'accueil et ne peuvent pas aller voir et accéder à la salle. Si je me permets de faire une virgule, j'ai quand même un petit peu regardé la presse. Il n'y a pas que eux qui sont pas accessibles aux handicapés. La personne qui en a parlé au Sud-Ouest avait fait 3 salles avant quand même. Mais non, oui, mais non, mais il y a beaucoup de cinémas non, mais précisons, accessibles aux handicapés. Après, ce sont ces 2 salles en particulier. Il y a bien d'autres salles à l'UGC Cinécité. C'est important. Où les handicapés peuvent rentrer, mais c'est juste, ces 2 salles. Alors que l'UGC Ciné, je le précise, a des salles handicapées. Mais vu le succès du film, ces 2 salles-là, malheureusement, où ils l'avaient projeté, n'étaient pas accessibles. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plein de salles à Bordeaux qui ne sont pas accessibles, où la commission de sécurité qui vend partout qu'il faut être accessible aux handicapés moteurs, visuels, audibles, c'est-à-dire tout l'handicap général, c'est pas au point. Donc c'est facile de tirer sur l'ambulance, mais il faut savoir qui on y met. Donc aujourd'hui, moi je passe un message, il est simple. UGC Ciné, pardon, c'est pour vous qu'on parle ce soir parce que c'est dommage. Mais il y en a pas mal qui sont dans la balance. Le directeur du cinéma est totalement conscient. Il a parlé de gêne, et on imagine. Donc voilà, donc rapidement, il va remédier au problème. Mais bon, malheureusement, en attendant, les handicapés ne peuvent pas aller voir le film, en tout cas dans ce cinéma. En tout cas, on a décidé donc de faire un petit borderline où on évoque le sujet. On regarde tout de suite ce BHL. Bonjour à tous, c'est l'heure d'une nouvelle tranche d'infos sur Focal TV et le gros carton du moment au cinéma, c'est le film Intouchable, un film sur le handicap. Sauf qu'à Bordeaux, à l'UGC, le film est projeté dans des salles inaccessibles aux handicapés. Et oui, c'est un petit peu le calvaire pour les personnes à mobilité réduite qui veulent aller voir le film dans ce cinéma bordelais. Le comble, c'est qu'Intouchable met en scène un François Cluzet tétraplégique en fauteuil roulant. Compte tenu de l'affluence prévue dans les salles, le complexe cinématographique a programmé le film dans 2 salles qui ne sont malheureusement pas accessibles donc aux handicapés. Depuis le lancement du film à l'UGC Cinécité, des spectateurs en fauteuil roulant doivent rebrousser chemin. Alors l'UGC a fait part de sa gêne et déclare que le film sera prochainement projeté dans une salle accessible. En attendant, impossible de voir Intouchable pour les handicapés à l'UGC Cinécité. Là, on peut dire que la réalité ne dépasse pas vraiment la fiction. A tout à l'heure pour un autre Borderline sur Focal TV. Donc voilà, c'est un petit peu le comble pour ce film dans ce cinéma. Mais il existe donc bien d'autres cinémas où aller voir ce film pour les personnes, en tout cas à mobilité réduite. Alors il existe aussi bien d'autres salles de Bordeaux où c'est pas encore au top pour les handicapés. C'est en général, là c'est vrai que c'est tombé sur lui. Désolé Monsieur Bénard, mais c'est pas contre vous, loin de là, c'est juste un ensemble de choses qui sont fatigantes. C'est toujours les mêmes qui se font ramasser, ceux qui font parler d'eux et ceux qui amènent aujourd'hui dans Bordeaux une animation, parce que je rappelle quand même qu'un maximum aujourd'hui d'avant-première se fait grâce à vous et sur Bordeaux. Donc merci à l'UGC Ciné. Ça c'est sûr. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que malgré le fait qu'il y a eu un souci pour des handicapés à l'UGC Ciné et sur ce genre de choses, il y a aussi une chose que FX va nous parler sur les quais de Bordeaux. Il y a plein d'accès qui sont importants, les accès handicapés, il y a des accès de choses comme ça. Et là, ils avaient fait un truc super formidable, 5 et 10 km de course sur les quais. Oui, je trouve que c'est bien ce genre de manifestation-là sur Bordeaux, ça mérite d'être souligné, c'est une bonne façon d'en parler. C'est très convivial en plus, très convivial la course, et accessible à tout le monde bien sûr, sauf certains handicaps moteurs. Mais voilà, pour donner quelques résultats, le 10 km course a été gagné par Dupuis Yannick de l'US Talence, le 10 km marche par Rocha Charles de Floirac,
Et pareil, des Bordelais aussi au 5 km Conné Ismaël de Bordeaux Athlétique et 5 km marche Sanchez Didier de Florac. Bravo à eux. Bravo. Ouais. Franchement, ça mérite une haut, là, comme on a fait tout à l'heure. Vous voulez d'autres résultats sportifs, peut-être? Non. Pour le moment, Ah, non, si, ça va alors, aller. Ça va aller? Pas vous en mettre plein la tête non plus, c'est pas Noël. Hein. D'accord. Voilà, donc ce qui est vachement sympa, c'est que j'ai entendu une pub il n'y a pas longtemps sur le Sud-Ouest et sur Chérie FM, Énergie et compagnie, que la seule chaîne sur Bordeaux de l'info, c'était TV7. Désolé, on a une petite info que vous n'aviez pas, on vous la donne. Comme ça c'est fait. Vous pouvez vous en resservir, ça vous intéresse. Par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'information, vous l'avez dans le sac. Et comme c'est dans le sac, on va demander à Caroline aujourd'hui de faire une petite ritournelle. Et du sac, on passe en anglais à MyBag. Et elle est allée au Confort Expo pour nous parler de MyBag. J'ai passé un super week-end à Confort Expo. J'ai fait plein de découvertes. T'as dormi là-bas? Et presque. Et pardon, sans commentaire. Pardon. Je pense que Caroline, elle nous dit pas tout. Donc, elle devait avoir une entrée, une seule pour 2 jours, et elle a couché sur place pour éviter d'avoir la représentée. Est-ce que c'était ça? Ouais. Elle a dormi dans le jacuzzi. La chance. Elle a failli se faire inviter dans la piscine. Oui, avec vrai, sa bougie moi, éco. on a croisé un moniteur de plongée qui voulait à tout prix que je fasse un cours de plongée. En immersion totale. Caro en immersion. Alors moi, personnellement, je tiens à vous dire une chose qui est hyper importante. Dommage pour le professeur de plongée. Bref. À toi, Caroline. Donc, nous avions toutes les fashion victimes de Bordeaux qui étaient devant une exposition aujourd'hui qui s'appelait Oh My Bag. Et j'ai envie de vous le dire comme elle. Oh My Bag. Elles étaient toutes tarées parce qu'en fait, elles c'est. Comme ça ouais. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. Et en plus, on pouvait les toucher, les sacs. On était au milieu de l'exposition. De toute façon, vous allez voir les images. Non, mais justement, oui, en effet, tout le monde a crié Oh my bag. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un sac qui a été créé par Marjorie Mathieu pour Lollipops. Et en fait, elle a sélectionné quelques créateurs, et parfois les meilleurs, pour donner une petite touche personnelle à chacun de ces sacs-là. Donc, elle, c'est la base, et eux, après, ils en font qu'à leur tête. Alors, on a de tous les genres. Hein. On a du romantique, on a du rock'n'roll, on a du tagué, du brodé, du monochrome, du multicolore. Ça déborde d'imagination, c'est limite des œuvres d'art. Ils en ont fait une exposition et en fait Bordeaux a été une escale exceptionnelle parce qu'on les a trouvés à Paris, Dubaï et Istanbul. Bordeaux était leur dernière escale avant d'être vendue aux enchères pour une association caritative. Alors je vous propose de regarder le petit clip qu'on a fait ce week-end et regardez, c'est magnifique. Voilà, donc vous en avez vu de toutes les formes. Ce sont des modèles d'exception, voire de l'art. Je me suis régalée. En tout cas, ça est super joli. Ouais, c'est formidable. En fait, c'est vachement cool, hein, quand la vie d'animatrice. Les sacs, le cinéma, les plantes, le bricolage. Et les bougies. Vous avez vu la mini qu'elle fait? Bientôt, elle va se plaindre. Regardez, c'est quand même formidable. Bon, allez, c'est pas grave. On change, on revient sur une chose hyper importante. Non, en fait, non, c'est pas important. On va revenir sur un truc qu'Alexandre va nous balancer parce qu'en fait, il faut qu'il vienne 2 fois dans l'émission. Alexandre, oui. c'est à toi, raconte. Mais oui, mais moi je vais vous parlais du combat des seniors. Le combat des seniors, c'est le reportage que j'ai voulu absolument mettre en avant pour vous, les amis. Et je vais vous en parler tout de suite. Le combat des seniors, non seulement c'est pas vous, les copains, forcément parce que vous n'êtes pas assez vieux, quoique quand on regarde la couleur des cheveux de Pierre, on se demande. Eh oui, tu l'as placé, c'est fait, on n'en parle plus, c'est une couleur. Effectivement, j'ai les cheveux blancs, mais tout ce qui reste est encore à moi. Ah, ça va, c'est bien.
bien, moi aussi. C'est pas ce que tu pourras dire dans quelques années. Ah, quand moi, même. je suis T'as sûre un qu'il y en a. défraîchissement sur le derrière qui est Non, non, c'est significatif. normal. Non, non, c'est normal. Oui. En tout cas, donc moi, je vais vous parler d'une radio unique qui se trouve sur Bergerac Personne ne voit derrière. et qui s'appelle Radio Orion. Ça fait 20 ans de présence sur les ondes du 87.6 et elle est tenue justement par deux personnes qui sont des personnes à la retraite et qui tiennent de ça depuis 20 ans maintenant. Et c'est vrai que cette radio est devenue la radio libre du Périgord, la plus écoutée. Et d'ailleurs, on est allé les rencontrer. Regardez, c'est un reportage spécialement pour vous. Bonjour André, bonjour Lise. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors je tiens avant tout à vous remercier de nous accueillir Focal TV donc pour cette interview. J'ai déjà avant tout une belle question à vous poser. La première, c'est depuis quand existe cette radio? Elle existe, l'association qui a créé la radio existe depuis 1988 et l'association depuis 1992. C'est-à-dire qu'elle aura 20 ans le 2 juillet 2012. On parle beaucoup de Radio Orion à travers tout le Périgord parce qu'on dit que c'est une radio atypique et n'ayons pas peur des mots, une radio seule à passer uniquement que de la chanson française. Le 92% de chansons françaises. Pourquoi ce choix? Alors ce choix, je l'ai eu parce que j'ai fait le tour de des radios de la Dordogne. Je me suis promené un peu dans toutes les radios. Et je suis tombé sur les débuts de Nostalgie, Énergie, Fun et compagnie, qui faisaient, je vais dire, de la purée. Donc j'ai dit, moi, si j'ai un jour la chance de créer ma propre radio, elle sera différente des autres, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de publicité, il n'y aura pas de choses étrangères. Donc j'ai privilégié la chanson française. Et tant que je serai président, ce sera de la chanson française à 92%, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons des jeunes animateurs qui arrivent de temps en temps et qui auront des choix autres que nous. Donc on leur laisse un petit peu la chance, donc on se garder 8% pour justement leur donner un petit créneau pour passer leur chanson. Aujourd'hui, est-ce que Radio Orion a toujours été au 114 rue du Tounet, à Bergerac? Non, alors Radio Orion a débuté à Morens, dans mon appartement, dans ma maison plutôt. Et nous sommes arrivés, on a été à Ropignac de Ciboulès. Et en 2000, on est arrivé à 114 rue du Tounet. Voilà. Et depuis 2000, on est ici, fait 2001 exactement, qu'on a ouvert les studios ici. Alors aujourd'hui, dans cette radio atypique, vous faites partie des seules radios libres qui vont jusqu'à proposer une salle de spectacle d'été dansant. Oui, nous avons créé une petite salle à l'extérieur, à l'intérieur de la radio, pour pouvoir donner, que ce soit une radio conviviale, et retrouver la convivialité qu'on avait autrefois quand il y avait des fêtes de village, quand il y avait en fait tous les regroupements qui réunissaient bien souvent toutes les familles. Donc on a voulu créer un lieu où les gens, pas trop cher, où les gens pouvaient venir s'amuser. Donc on a prévu de faire tous les vendredis danser des gens dans la petite salle où on reçoit à peu près pour danser 70 personnes, pour un concert 90 personnes ou 100 personnes. Aujourd'hui, Radio Orion, elle vit comment? Alors Radio Orion, elle vit surtout de dons, oui, des adhérents, d'accord, du fonds d'expression radiophonique, FSER, du conseil général, de la mairie et des manifestations que nous faisons pour faire rentrer de l'argent. Voilà comment vit Radio Orion. Aujourd'hui, quelle est réellement l'ouverture d'esprit de Radio Orion par rapport à la nouvelle scène française? Alors, je dirais que parmi l'ouverture de Radio Orion, c'est surtout de donner la chance aux jeunes talents régionaux, mais aux autres aussi, puisqu'on est capable de... Mais quand je dis qu'on donne la chance aux jeunes auteurs-compositeurs, on est plus axé sur les textes, la musique, la voix et
bien sûr leur comportement sur scène. Alors si aujourd'hui je résume bien Radio Orion avant tout c'est le combat des seniors pour imposer une qualité d'image et une qualité justement de musique pour des gens qui ont envie de découvrir. Voilà, et le partage avec les auditeurs sur un peu sur le monde, surtout sur leurs idées, sur leur façon de vivre, leurs difficultés, de leur donner la parole, l'opportunité de venir s'exprimer et de venir en parler. Avec nous, souvent on dit oh j'ose pas, etc. Si, il faut oser. Alors vous êtes, vous retraité? Moi je suis retraité. Oui. Vous êtes retraité, mais on va dire retraité actif. Ah, je suis retraité actif. D'ailleurs, en parlant de ça, le retraité actif, je dis à tous les retraités, qu'ils soient n'importe quelle profession, quand ils arrivent à la retraite, de ne pas rester inactif. Parce que là, c'est là où on vieillit. Si on reste inactif, on vieillit. La radio, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé. Donc je vis au rythme de la radio. Et quand la radio va bien, je vais bien. Quand la radio va mal, je vais mal. Ça m'accompagne des pas le contraire. Mais disons que c'est quelque chose que j'ai créé. Et ça, parce qu'il ne faut pas croire. Au début que j'ai créé ma radio, on m'a traité de ringard. Enfin, on nous a traité de ringard. De radio de vieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jean-Louis, j'en passe. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le créneau que j'ai, il y a beaucoup de radios qui oseraient se l'accaparer. Et c'est pas pour rien, comme je dis, ce n'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui un taux d'écoute de 3200 ou 300 auditeurs par jour, plus 2500 connexions sur Internet tous les mois. Donc on reçoit du courrier de New York, on reçoit du courrier de la Suède, on reçoit... Voilà, donc quelque part, mon point de vue n'est pas faux. Alors, vous êtes président de cette association, oui. Radio Orion, La Voix de la Vallée, mais vous avez délégué donc tout ce qui est la programmation à Lise. Alors Lise, vous êtes programmateur, programmatrice? Non, responsable de la programmation. D'accord, responsable de la programmation. Alors, en quoi consiste votre travail et comment vous êtes arrivée à Radio Orion? Alors, comment je suis arrivée? Alors c'est tout à fait bizarre parce que j'étais auditrice tout simplement. Et puis, donc j'étais une auditrice à André. Voilà. Et donc je lui demandais toujours des chansons que mes filles avaient, enfin sur des disques que mes filles avaient, et souvent il n'avait pas. Alors je lui ai proposé de les lui prêter. Et un jour, donc il est venu me chercher, il m'a dit mais j'aimerais bien, vous avez une voix qui passe bien, me semble, tout ça, j'aimerais bien que vous veniez nous donner un coup de main, vous veniez voir à la radio comment ça se passe. J'ai dit oui, pourquoi pas, j'étais à une période difficile un petit peu. Donc j'ai dit oui, et il m'a dit on pourrait essayer de faire de la musique classique. On parlait de musique classique, et moi la musique classique c'était pas très instruite là-dessus. Donc j'ai dit mais oui, pourquoi pas, j'étais partante. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Et après, eh bien, j'ai été prise au jeu et j'ai dit, on pourrait faire autre chose. Pourquoi pas des émissions un peu plus culturelles, un peu plus sortir un peu de la musique. Et voilà comment petit à petit, j'ai été prise au piège. Et un jour, j'ai été vraiment prise au piège parce que André Dubois me dit eh bien, tiens, on va faire un essai, on va faire semblant, etc. Et vous allez mettre devant le micro, moi la technique, on va faire semblant. Et j'ai fait comme si je faisais l'émission. Mais je ne faisais pas l'émission, quoi. Mais c'était un semblant. Et à un moment donné, je me suis trompée. J'ai dit, ben zut, je me suis trompée, tout ça, heureusement, je ne suis pas à l'antenne. Il m'a dit, si, vous êtes à l'antenne depuis un petit moment. Et ça a été mes débuts à l'antenne. Et depuis, après, j'ai avancé, bien sûr, et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la lecture et à faire des émissions sur le Périgord, sur le monde, en réalité, sur l'histoire du monde un peu, ce que j'appelle l'univers. Et j'ai fait l'univers occitan parce qu'on avait un professeur en occitan, donc ça m'a beaucoup aidé. Pas apprendre l'occitan, c'est très difficile, mais au moins à faire une émission en occitan. Donc alors, votre mot de fin pour vous, ce serait que cette radio continue à perdurer grâce aux dons
grâce à cette association et que surtout à Paris, on n'oublie pas que les radios aujourd'hui locales font la vie de monsieur et madame tout le monde dans les campagnes. Et vous, Lise, alors quel serait votre mot de fin par rapport à Radio Orion? Alors moi, j'ai envie de continuer parce que je sais que j'apporte, je ne vais pas me vanter en disant ça, mais je sais que j'apporte beaucoup aux gens parce que je parle beaucoup avec eux et c'est un besoin que j'ai moi aussi, de parler avec eux et souvent, on me dit « vous m'avez sauvé la vie ». Lise, André, merci beaucoup. Radio Orion, donc, pour que tout le monde s'en souvienne bien, c'est avant tout le combat des seniors, mais c'est surtout une grande radio atypique qui mérite d'être connue. Alors je sais qu'on peut vous retrouver sur le www.radio-orion.com. Alors moi je vous dis à très bientôt pour vous écouter et puis pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Donc tout ça pour vous dire qu'à Bergerac, Radio Orion 87.6, La Voix de la Vallée, c'est une radio qui existe maintenant depuis 20 ans. Tous sont bénévoles, comme vous avez pu voir, il y a toute tranche d'âge et ils se battent aujourd'hui pour faire vivre et continuer justement et perdurer, on pourrait dire ça comme ça, perdurer justement cette image, cette couleur et justement l'idée de toujours mettre que de la chanson française parce qu'ils en ont ras-le-bol de toujours entendre la même chose. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire, mon Pierrot ? Ah mais rien, c'est juste, tu vois, cet ensemble d'informations que tu diffuses et tout. Et c'était Radio comment? Radio Orion. Et tu sais pourquoi? Et pourquoi tu me dis la vallée? Non, Radio Orion qui s'appelle, c'est 87.6, La Voix de la Vallée. La Voix de la Vallée. La Voix de la Vallée parce que c'est la vallée du La Dordogne. Voilà, c'est pour ça. Bon, alors, ce qui est vachement sympa... Excusez-le, il a des gros problèmes en ce moment. Ce qui est vachement sympa, c'est qu'il faut quand même savoir que le dernier sujet aujourd'hui que va nous traiter Christophe, c'est une histoire de chien. Exactement. Et ce chien, il a été décoré, ou plus ou moins remercié, encensé par un député. Alors quand on voit aujourd'hui tout ce que les politiques nous font avaler, d'où Radio La Vallée. Non, Radio Orion 87.6, La Voix de la Vallée. Voilà, oui. Et qu'il y avait un chien qui était extraordinaire, qui s'appelait Orion, et qui avait fait des choses formidables. C'est la voix de ça son m'a maître. fait un peu... Voilà, Orion, c'était la voix de son maître. Ça m'a fait un petit peu sourire, parce que c'était Orion, La Vallée, les choses comme ça. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. J'ai vu, le 11 novembre, M. Sarkozy mettait des médailles à des drapeaux, parce qu'on n'avait plus personne aujourd'hui à encenser, puisqu'ils étaient tous morts. Voilà, on n'est pas en guerre, mais on a tué 25 personnes en France, donc on met des médailles sur les drapeaux. Alors je remercie le drapeau et la session Intel, ils sont formidables. Je remercie, c'est extraordinaire. Et là, on encense un chien qui a fait... 1700 interpellations tout de même. Hein. Donc on lui a mis une puce électronique en guise de décoration. Non, une médaille d'honneur en fait pour 1700 interpellations depuis 2006 en fait. Hein. Il a quoi, interpellé les députés, des sénateurs, des quoi? Non, non, je ne sais pas. Non, y en avait un finalement le commissariat a dû trouver du monde interpellé, j'imagine. Mais non, mais en fait voilà, 1700 interpellations depuis 2006. C'est une star véritablement au commissariat central. Et donc Patrick Stefanini en personne a donc félicité Aldo. Stefanini, ouais, et le chien s'appelle Aldo. Et le chien s'appelle Aldo. C'est un petit peu la consonance des noms et des prénoms qu'on a vus dans les problématiques des Lyonnais, puisqu'ils avaient un petit peu en i, en o. C'est vrai, c'est un petit peu en consonance. Mais bon, Patrick Stefanini, un proche d'Alain Juppé, proche aussi de Nicolas Sarkozy. Bref, en tout cas, voilà. Tu as vu comment tu es? Tu laisses supposer. Non, moi j'ai dit rien du tout. Moi. Ah, pardon. Je ne dis rien du tout. En tout cas, voilà, Aldo a été récompensé. Aldo qui est je cherche la marque, si je puis dire, la race du chien. Je crois que c'est un berger malinois. Enfin voilà, donc récompensé il y a quelques jours à la préfecture. Je croyais que c'était un UMP. Non, c'est bien un malinois. Mais c'est ça, Union des Malinois protestants. Peut-être, voilà, mais en tout cas... Juste les copains, pour rebondir, tout à l'heure tu disais qu'on remettait une médaille à un drapeau. Il faut savoir que des régiments reçoivent des médailles. Oui. Donc un régiment, mettons, je vais dire par pur hasard, le 57e régiment d'infanterie qui n'existe plus aujourd'hui, avait un porte-drapeau. Ce porte-drapeau est porteur de la valeur du régiment et on remet à la valeur du régiment. Voilà, c'est justement pour ça. Ce que je me permets de faire comme contradiction, c'est simple, c'est que 11 novembre 14-18, oui, tout à fait, on est d'accord? Tout à fait. Et aujourd'hui, on remet des médailles. Il y a des mecs qui étaient en Libye, on ne sait pas pourquoi, qui étaient en Afghanistan,
on ne sait pas pourquoi, mais en aucun cas, à un moment donné clair, ils ont défendu les valeurs de 14-18, c'est-à-dire la France, sur leurs frontières. Oui, tout à fait. Donc Mais arrêtons parce un que- petit peu de faire des pamphlets sur je défends, je suis... Ah Soyons oui. réalistes. Par contre, et il y a- mettons des choses à plat. Ouais, il y a- On a défendu une image de marque qui s'appelle la France sur un système où on a envie de vendre des avions en disant on est les meilleurs. C'est du commercial. Maintenant- Moi, personnellement, j'ai jamais reçu de médaille. Ayant été pendant 11 ans dans le milieu militaire, je connais cette valeur-là. C'est vrai que le 11 novembre, aujourd'hui, des poilus, il n'y en a plus. Maintenant, quoique. C'est relatif, on a un chien. Quoique. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que cette valeur du 11 novembre existera toujours. Et c'est pour ça qu'on a remis cette médaille à ce drapeau. Mais maintenant, c'est vrai que il fallait vraiment un moment où vraiment on puisse reconnaître des militaires qui étaient morts ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on les comptabilise dans un journal télévisé, on leur rend hommage parfois, mais malheureusement, on ne leur consacre pas ce qu'ils ont en mérite d'être consacrés. Voilà. En tout cas, voilà, il y a Et peut-être je aussi trouve que d'autres- c'était Mais important concentrons- qu'au moins là on le fasse. Excusez-moi, je me permets de dire par rapport à une chose qui me touche. Il faut qu'on consacre plus les gens qui sont morts Ah oui, complètement. que de dire aujourd'hui on va mettre des stèles et on va marquer tous les noms des harkis, des blancs, des trucs, des noirs Oui. qui sont morts pour la France. Ça fait 48 ans. Ça va suffire, quoi. À un moment donné, on va arrêter tous les 30 ans de dire je reconnais, je suis désolé, j'ai honte. Et qu'il y a des générations entières qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Donc, Et- effectivement, pour les 25 personnes de ce 11 novembre, je dis ouvertement pardon, parce que ils se sont battus pour des valeurs qui étaient celles de la France. Merci. Mais qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre en place et que M. Sarkozy, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, comme M. Juppé, M. Hollande ou n'importe qui sur le principe, il n'y a aucune appartenance politique dans cette discussion. Mais qu'aujourd'hui, on respecte une chose qui est hyper importante. Qu'on arrête de se servir de Pierre-Paul Jacques pour définir des envies et des besoins. Voilà. Donc aujourd'hui, le 11 novembre reste une date qui dépend de 14-18. On n'a pas besoin de la rebalancer sur certaines choses, comme demain, le 24 juin du 39-45, où ça, bon, elles ont des histoires, leur histoire existe, qu'on n'ait pas besoin de dire on va les raffermir, on va en faire une date différente pour qu'on existe avec un nom, un prénom et une histoire sur la 5e République. D'accord. Enfin bref, et puis non, mais en tout cas. Parle-nous du chien, c'est le plus récompense important. Du chien, ce Malinois, en tout cas, c'est aussi pour le préfet de l'argent et du temps de passer pour féliciter et remercier un chien. Bref, en tout cas, un chien qui n'a pas eu sa médaille en chocolat, ni sa médaille de croquette d'ailleurs, en tout cas. Ah mais tu sais ce que c'est, hein. Pas de bras, pas de chocolat. Ah ben c'est ça. Bonjour à tous, c'est l'heure d'une nouvelle tranche d'infos sur Focal TV et une belle cérémonie, un beau geste, beaucoup d'émotions mercredi dernier à la préfecture d'Aquitaine à Bordeaux. Le préfet Patrick Stefanini a décoré de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement un chien de la brigade canine de Bordeaux. Et oui, un chien à l'origine de 1700 interpellations depuis les débuts de sa carrière, rien que 475 interpellations depuis le début de l'année. Un super chien qui s'appelle Aldo, c'est un berger belge malinois spécialisé dans la recherche de stupéfiants, affecté à la brigade canine de Bordeaux depuis 2006. Une carrière tout à fait remarquable, a estimé le préfet. Alors, le chien a été décoré, mais pas son maître. Ils sont moins d'une dizaine de chiens policiers en France à avoir été décorés comme cela. Il faut quand même avouer qu'il est un peu surprenant de décorer un chien, de perdre une heure de son précieux temps de préfet, d'organiser une cérémonie qui coûte un petit peu d'argent. Et oui, la politique du mérite tant décriée par Nicolas Sarkozy est enfin appliquée. A tout à l'heure pour un autre Borderline sur Focal TV. Voilà, donc après Tintin et Milou, on a Patrick et Aldo. Pourquoi Patrick? Patrick Stefanini, le préfet. Ah, pardon. Mais j'espère pour lui que Milou va le suivre autant que Aldo. Tu sais qu'en plus, pour recevoir ce genre de médaille, la personne qui est décorée doit acheter la médaille.
Elle n'y est pas offerte. Non, non, mais c'est le chien qui a fait la demande de médaille et qui a payé la médaille. Non, voilà. mais, non, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. À l'armée, quand quelqu'un doit être décoré, recevoir une médaille, on doit l'acheter, la médaille. Ça, on nous l'offre pas, en fait. Alors, je vois Alex derrière qui fait des signes non, non. Oui, apparemment, je suis détenteur de 8 médailles, je n'en ai jamais acheté une seule. C'est normal, il avait les seules médailles. Les seules médailles que l'on paye, c'est ce que l'on appelle, c'est les montages. Donc c'est les montages que l'on doit arborer, ça on paye. Et après, si c'est votre première médaille qui est complètement détériorée, on vous refait, vous êtes obligé de la racheter. Mais cette médaille, elle vous est donnée. Par contre, je sais qu'il y a des corps d'infanterie, comme la gendarmerie et tout ça, qui eux, par contre, sont obligés d'acheter leurs barrettes. Ils sont obligés d'acheter leurs barrettes parce que les barrettes pour une ne sont fois, pas je vais vous belles. dire un truc, on va clore la discussion. Pour une fois qu'on achète sa barrette. Non, c'était pour rigoler. Oui, de Comémo, forcément. Pour une fois que dans la gendarmerie, enfin, bref, il la détourne pas mais il l'achète, non, c'était de la rigolade. Si vous croisez ce berger malinois, en tout cas dans la rue, hein, félicitez-le. Voilà. Aldo. Il y a un berger malinois qui s'appelle Aldo, qui a été décoré. Il a une démarche un petit peu, vous voyez, un petit peu comme voilà, ça. à l'Aldo la classe, quoi. Machon. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait quoi? On a fait Madame Delaunay du Parti Socialiste. On a fait les nuits d'hôtel de Christophe à travers tout ce qui s'est passé dans ce G20. Voilà. On a parlé de Caroline avec la bougie écolo. On a parlé avec Alex des 30 ans de la radio libre. On a parlé de sport, encore de plus de pauvres avec Christophe. En fait, on a parlé de plein de choses. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'in fine, dans tout ce qu'on a essayé de vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y avait des hauts, des bas, des plus ou moins hauts, des plus ou moins bas. Et la seule chose qui nous a importé... Stéphane Echer. Vas-y. C'est des paroles de quoi? Non, j'ai cru reconnaître la chanson de Stéphane Echer. J'avais des hauts, j'avais des bas. Ah oui, c'est vrai, c'est très proche, mais j'ai pas osé relever. La seule chose qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir qu'on a démarré avec le Parti Socialiste, on a parlé de l'UMP, mais là où on finit bien, c'est qu'il y a une chose hyper importante, c'est qu'on a mis une médaille à un chien, et qu'in fine, quoi qu'il arrive, on reste des animaux. Passez une bonne journée sur Focal TV. Ciao. Au revoir.